Elle est l'une des plus belles voix de la chanson française. Sa discographie est une collection de jolis succès. Elle fêtera bientôt ses 50 ans de carrière au Lido de Paris. Je suis ravi, chère Nicoletta, de vous revoir. C'est gentil, merci, moi aussi. Merci de m'accueillir chez vous, Bonjour à nos amis belges. qui sont heureux de vous retrouver. Le 4 février, vous publiez Soul Sister, un magnifique et émouvant livre dans lequel vous revenez sur votre vie et sur votre parcours. On apprend à mieux connaître votre vie, puisque vos succès accompagnent nos vies depuis tant d'années. Le début de votre vie est marqué par un secret de famille. Votre géniteur a abusé de l'innocence de votre maman, Oui, qui souffrait d'un retard mental. oui, tout à Ce fait. secret de famille, vous le découvrez à l'âge de 8 ans. C'est-à-dire qu'à l'âge... Non, ma petite maman, je l'ai découvert en allant à l'école, quand j'étais petite, les premières journées d'école, parce que je remarquais que les autres mamans ne parlaient pas à ma maman comme elles auraient dû le faire. Elles lui parlaient comme si c'était un bébé, quoi. Et ça m'avait beaucoup choquée. Mais bon, je ne m'étais pas trop posé de questions parce qu'elle était très affectueuse, très gentille, toujours souriante, riant toute seule. C'était un amour. Et l'autre secret, c'est mon père. À 8 ans, j'ai appris qui il était. Et ça ne s'est pas très bien passé. Quand je l'ai croisé dans la rue du village, j'ai voulu, moi, avec mon affront de gamine, lui dire bonjour papa. Et il m'a dit les 5 lettres. Hein. Donc je me suis dit, oublions-le. Il n'est pas intéressant. Et j'ai laissé tomber, quoi. Ça m'a pas du tout... Ça n'a pas été grave parce que sa famille habitait en face de ma maison. Il y avait un petit jardin qui séparait les deux maisons. Et j'étais très jeune, 17 et 19 ans. Tu peux en vouloir à personne, quoi. Donc, c'est la vie. C'était la guerre. Je suis né en 44. Bon, on n'en veut à personne. D'ailleurs, ses parents ont été merveilleux avec moi tout le temps. Sa maman me faisait des petites robes avec des croquets. Elle avait une machine à coudre. Sincère, je me souviens. Et quand elle est morte, son mari m'a offert la machine à coudre. C'est une jolie histoire, hein. Ça, c'est les histoires de village. Il y a une très belle proximité entre les gens dans un village. Moi, je me souviens à la horde d'enfants qu'on était le jeudi, quand on n'avait pas école, on pouvait rentrer dans n'importe quelle cuisine. Tout était ouvert. Les mamans nous faisaient goûter, quelle que soit la maison. C'était après la guerre, en plus. Donc, il y avait beaucoup d'amitié entre les gens. Auparavant, on vous disait que votre papa n'était jamais revenu de la guerre. Non, ma famille, bon, comme j'ai eu 2 oncles de tués par les Allemands pendant la guerre, 19 et 17 ans, les petits frères de ma maman, les 18 et 17 ans, je crois, les frères de ma mère, un s'est engagé, l'autre, il a été tué par un milicien sur la place de la ville, avec Marie Reinhardt, qui était la nièce de Django Reinhardt, le fameux musicien tzigane, et ma grand-mère, elle est cachée sur ses terres, elle était fille de fermier, donc évidemment, les tziganes étaient considérés comme des juifs, hein, donc les enfants n'étaient pas bien vus, et un Français, un voyou, vraiment un salaud, les a canardés. Et la petite Marie qui avait 15-16 ans et mon petit tonton, quoi. Et c'est vrai que donc on me disait qu'il était mort aussi à la guerre. On n'expliquait pas ça aux enfants à l'époque, on ne racontait pas tout. C'était pas plus mal d'ailleurs, je trouve. Vous grandissez entouré de l'amour de femmes, votre maman, votre grand-mère maternelle, Claudia, qui vous élève, aussi votre marraine. Non, ma marraine, elle n'a pas fait grand-chose. Ma marraine, c'était la pipelette du village, elle était charmante. Elle était boulangère, elle voyait tout le monde. Bon, non, elle me gardait un peu quand j'étais bébé. Ma grand-mère me mettait le couffin chez elle. Mais dès que j'étais à l'école, non. C'était mon oncle qui me gardait. J'avais un oncle qui avait 12 ans quand je suis né, le dernier enfant de ma grand-mère. Ma grand-mère avait 39 ans quand je suis né. Non, mais elle était marrante, ma marraine. Elle me donnait au moins des bonbons, elle était rigolote. On a beaucoup de sympathie pour elle, en tout cas en la découvrant. Le travail de deuil a été d'autant plus complexe que cet homme habitait la maison en face de celle de vos grands-parents, où vous avez vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est ce que vous expliquiez. J'ai comblé ce manque par une foi indestructible en Dieu le Père. Ça aurait aussi pu être le contraire, hein. C'est-à-dire, C'est-à-dire que vous auriez pu vous détourner de Dieu. vers Dieu, Vous détourner de Dieu. me détourner de Dieu. Non, parce que quand j'étais petite fille, j'ai au catéchisme tous les jeudis, j'allais à la messe des enfants de temps en temps le matin avant d'aller à l'école. Nous, on est très catholiques, là, au Savoyard, parce que nous avons dû... C'est un duché, le duché de Savoie, qui a souffert du calvinisme. Nous sommes à la frontière suisse. Moi, mon village est à 30 km de Genève. Et je suis à 500 mètres du bord du lac Léman, du bord du lac de Genève, comme disent les étrangers. Mais donc, il y a énormément de chapelles dans chaque village.
Vous allez en montagne, en Savoie ou Haute-Savoie, il y a une petite chapelle dans chaque contrée où il y a des fermes. Elles ne sont pas très grandes, mais elles sont ravissantes. Il y a des reposoirs. Moi, je fleurissais les reposoirs quand j'allais garder les vaches avec mes copines du village. Et c'est vrai que la foi, où tu la cherches, où tu la possèdes dès le départ, quoi. Moi, j'ai toujours possédé cette foi parce que pour moi, Dieu le Père, comme on l'avait indiqué dans mon enseignement chrétien, en plus j'étais à la chorale, dès l'âge de 8 ans, je chantais tous les dimanches à la messe, eh bien, Dieu le Père, c'était notre Père à tous. Et comme je n'avais pas de Père, moi, par la prière, je me réfugiais auprès de Dieu le Père. Oh mon Père, c'était important pour moi. C'était une chose salvatrice et protectrice, c'était une force, bon, appelons-la spirituelle. Je suis plus difficilement près du culte aujourd'hui tel que l'Église le réserve chaque jour. Enfin, le dogme, c'est compliqué pour moi. Parce que quand j'étais 6 mois chez les sœurs, il fallait aller tous les matins à la messe, le ventre vide, dans le froid. Elles m'ont dégoûté. Oui, trop de choses abîment. Hein. Mais je peux aller 2 ou 3 fois par an à une messe. Je vais faire celle du 15 août, de Sainte-Marie. Je vais faire celle du 15 août, je peux aller à celle de Noël, vous voyez ce que je vais exprimer, ou celle de Pâques. Et bon, mais ce sera symbolique pour moi. Mais j'entre souvent dans des églises. En plus, je chante dans les églises. Donc souvent, par exemple, quand moi, je prie pas beaucoup. J'ai ramené mon livre de messe quand j'étais enfant ici. Je le regarde de temps en temps. Mais je parle directement à Dieu. Vous voyez, c'est un dialogue, une espèce de monologue, dialogue. Mais j'ai une chose, je suis incapable de demander quoi que ce soit au Seigneur. C'est fou, hein, j'ai du mal. Et même si vous ne lui demandez rien, il vous entend, il vous J'ai écoute. du mal, me dit c'est pas bien de demander. Vous voyez ce que je vais exprimer. Par contre, si vraiment j'ai des angoisses personnelles, je vais m'adresser à mes premiers ministres, qui sont ma mère et ma grand-mère, lesquels je pense auprès de lui, dans ma petite croyance. Près de lui et près Mais de la vous. foi, pour en revenir, plus on grandit, plus on vieillit, plus ça devient une chose élastique. Hein. Tantôt on croit, tantôt on ne croit pas. C'est le doute aussi, et ça nous ronge, et on revient, et ben, c'est comme ça. Mais je pense que avoir une religion, quelle qu'elle soit, il faut toutes les respecter. Et toute religion est basée sur les mêmes principes. C'est-à-dire, tu fais du bien à ton prochain, tu ne tueras point. C'est basé sur la bonté quand même, sur le respect. Ce sont des valeurs qui sont Elles sont des valeurs omniprésentes dans toutes les importantes religions. et essentielles pour vivre le mieux possible. Donc, que tu sois musulman, que tu sois juif ou que tu sois chrétien, c'est les mêmes valeurs qui sont déclinées. Le reste, c'est l'écriture des hommes, c'est les livrets, c'est comme dans les livres d'histoire. Alors bon, on prend, on en laisse, on fait ce qu'on peut selon son propre tempérament. Mais moi, j'ai un très grand respect pour toutes les religions. J'ai beaucoup voyagé, je suis allé en Inde. Quand tu vas en Inde, déjà l'Inde, il ne faut pas rentrer n'importe comment en Inde. Il faut rentrer par l'ouest et le sud. Là, c'est joli. C'est les bords de mer, la mer d'Oman, l'océan Indien, tout ça. Et là, tu as des pêcheurs, tu as des gens. Mais ils sont bouddhistes, mais c'est merveilleux. Quand tu les vois aller voir Ganesh, le dieu éléphant, tu les vois amener des billets de banque pour qui. C'est beau comme tout, tu regardes bien leur rituel. Moi, j'adore. Quand tu vois combien ils respectent leurs vaches, ils prennent le lait, mais ils ne les mangent pas. Ben, c'est des indications de vie intéressantes. Vous voyez? Les signes sont omniprésents Oui. dans votre vie. Le fameux curé de votre village s'appelait Molinier. Oui, le père Molinier, c'est lui qui m'a appris à chanter. chanter. C'est Et le mon même. compagnon depuis 30 ans au mois de mai, on aura 30 ans de vie commune, s'appelle Molinier. Et c'est mon petit sauveur. Alors je me dis quelque part quand même, le bon Dieu est gentil avec moi. À Cannes, vous rencontrez un jeune chanteur à la mode à l'époque. Il s'appelle Hervé Villard. Ah ben c'est toujours mon copain, j'ai encore eu ce matin au téléphone. Hervé, il a le rhume là. Alors je lui ai dit achète du stérimar avec du soufre. Ah bon? Moi je suis de mer. Oui, eau de mer plus soufre. Ils vont tous à Luchon faire des bains d'eau sulfureuse pour les broncher. Ah bon, alors d'accord. C'est le parrain de mon fils, il est près de la famille maintenant depuis des années. Et comme il n'a pas de famille, Hervé, donc nous sommes très attachés à lui. Vous le retrouvez par hasard à votre arrivée à Paris dans une boîte de nuit
vous n'allez plus jamais vous quitter. Oui, parce qu'il m'a fait travailler avec lui pendant une petite tournée. Je repassais les costumes, je fais des petites commissions, le coton démaquillé. C'était très drôle. Et je suis revenu à Paris, j'ai trouvé du travail la nuit. On a habité ensemble dans un petit appartement qu'un copain lui prêtait. Qu'est-ce qu'on s'est amusé. On était insouciants. Mais ça, c'est la jeunesse. On a tous eu 20 ans, on a tous rigolé. C'était formidable. Mais moi, je pense que notre génération, c'est la génération solaire. Hein. On a eu une chance. On n'a pas connu de guerre, puisqu'on est né à la fin de la guerre. On n'a pas connu de guerre. Moi, je me rappelle avoir joué à la marchande avec des tickets de rationnement et des pièces trouées de l'époque de la guerre. Ma grand-mère m'avait tout donné pour rigoler. Et c'est vrai que cette avancée dans l'âge d'or, à tout point de vue, à la fin des années 50, années 60, 68, qui a amené beaucoup d'indépendance et de liberté dans pas mal d'endroits, nous, on a vécu ça, on a grandi avec. Et on est un petit peu... moi, j'ai manifesté un petit peu quand j'étais mai 68, j'allais chanter la nuit pour les grévistes, parce que mes amis musiciens, les papas étaient ouvriers, il fallait les distraire. Ils étaient en grève depuis 3 semaines, un mois, sans rentrer chez eux. Hein. C'était pas évident. Donc la nuit, j'allais chanter pour les grévistes, c'était rigolo. Et c'est des beaux souvenirs. On a l'impression d'avoir fait quelque chose, quoi, en étant jeune. Mais on a eu une vie formidable, vraiment. On a eu une belle vie. On pouvait vraiment rêver très fort. Et en plus, à l'époque, il n'y avait que 3-4 radios, 2 chaînes de télévision. Moi, j'ai vu arriver la 3. Hein. Donc, et la couleur, je l'ai vue à Moscou. J'étais à Moscou, ils avaient acheté le procédé français. Donc, je l'ai vu à Moscou avant qu'on ne la voie en France. C'est marrant, hein. Et donc, on a vu naître tellement de choses. Ça nous a nourris, ça nous a aidés. On a pu grandir, on a pu faire une aventure de ce métier extraordinaire dans le vrai sens du terme, je pense. Aujourd'hui, l'industrie omniprésente, c'est différent. C'est différent. Je plains les mots, parce que si tu ne marches pas ton premier album, on te rend ton contrat. Et aujourd'hui, la plupart des mômes se laissent guider. Moi, j'étais rétive à beaucoup de choses. Quand j'ai ramené des chansons brésiliennes, ils ne voulaient pas que j'en enregistre. Mais non, me disait M. Barclay, j'ai toujours fait beaucoup pour le Brésil, ce qui est vrai. Il allait beaucoup au Brésil, pour le carnaval, il adorait la fête. Il avait plein d'amis musiciens. Ça n'a jamais marché en France. Je dis, mais si, c'est trop beau, c'est le pays de la musique, tu ne te rends pas compte, ça fait du bien. Quand tu auras le soleil, ça fera du bien. Et je l'ai fait. Bon, alors d'accord, alors pour ton album, tu parles, elle a sorti l'album, 3 semaines plus tard, il fallait sortir le simple. Les radios l'ont plébiscité et ça a marché. Et je me souviens que ça a été un raz-de-marée sur la chanson brésilienne à l'époque. Fugain a sorti Fait comme l'oiseau, après moi. Hein. Les 2 premiers, c'est le petit que je mets, Vassiliou. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, qui c'est celui-là? Ah bah 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 il dit dada. Vous vous souvenez? Pierre Vassiliou. C'était sympathique. Et t'avais aussi Moustaki. 1, 2, 1. Vous vous rappelez? Donc il y a eu une espèce d'ambiance, ça fait un mouvement. Et ça a aidé la musique brésilienne, et bravo. C'est vrai, vous êtes courageuse. À chaque fois que vous revenez d'avoir été négocier des chansons pour vous, que vous obtenez des droits pour les adapter pour la France, dans votre maison de disques, on ne vous croit pas au début. Non, non, à vous parler ça c'est pour Ray Charles. Quand j'ai rencontré Ray Charles, il m'a demandé mon album, bien sûr, et je l'ai laissé avec mon téléphone, mes coordonnées, il m'a téléphoné quelques temps plus tard. Et évidemment, moi, je le dis à mon producteur, directeur artistique, le bras droit de M. Barclay, M. Bissir, qui était un homme merveilleux, musicien de jazz, qui m'a tout appris, qui était un type extraordinaire. Son dernier artiste a été Balavoine. Il aimait les vrais artistes, lui. Hein. Et je lui dis, il me dit... Puis il y avait Pierre Delanoë, qui a écrit la version originale d'Élément le Soleil sur la musique d'Hubert Giraud. Il me fait, je pense que toute ma vie, il me tape sur les joues. Il me fait, arrête d'être mythomane. Le succès, c'est bien, mais il ne faut pas de ça grille, là-haut. Il faut te réveiller. Comment tu crois? Si je vous le dis qu'il va faire Élément le Soleil. Alors, quand il a sorti sa version quelques mois plus tard, j'étais fière. Hein. Je pouvais prouver que j'avais raison. Non seulement j'étais ravie, parce que c'était magnifique ce que Ray Charles en a fait. C'est une prière, c'est très doux, c'est beau ce qu'il a fait comme interprétation. Mais là, j'avais une petite vengeance. Et en plus,
le petit coup de pouce de Red Charles, qui est un coup de pouce énorme, hein, m'a établi dans mon milieu professionnel comme une valeur quand même. T'as étonné les gens du métier. Non, le public, non, parce que le public, il s'attend à tout d'un artiste. C'est vrai, hein? C'est vrai. Il est plus ouvert que les gens du métier sont parfois difficiles. Les mots des prisonniers de Fleury-Mérogis, où vous vous êtes souvent produite gracieusement, sont bouleversants. Certains s'étaient même fait tatouer votre nom sur le bras. Ouais, ça arrive, ça, c'est rigolo. Ça doit continuer, hein. J'en suis persuadée. Quand on voit les fans de Mylène, Farmer, moi, c'est surtout au début. Moi, les gens qui m'aimaient beaucoup au début, c'était les rebelles. Comme j'ai fait 6 mois chez les religieuses, en Bon Pasteur, tout ça, et je faisais des fugues quand j'étais... alors j'étais la rebelle. En plus, je suis la première à avoir chanté en première partie de Johnny. Personne n'y allait à l'époque, hein. Quand même été dans sa tournée après Jimi Hendrix quand même. Donc c'était courageux. C'est vrai que dans les stades, à un moment donné, au début de la tournée, moi j'entendais des milliers de voix qui faisaient, c'était à moi, hein. Johnny, Johnny, c'est demandé Johnny. J'étais dans un état, je me dis, mais où j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Mais ça, tu y vas, et tu attrapes le micro et tu te donnes. Et puis tout d'un coup, la rumeur s'apaise et on te fait, on t'accepte, quoi. C'est ça qui est beau. On reviendra sur Johnny. L'année 1967 est marquée par votre premier vrai succès commercial avec la musique. Oui. Cette chanson vous permet de faire votre première vraie tournée, et Ouais. c'est avec Adamo. Bah, j'ai adoré. C'est toujours un bonheur quand je le rencontre. Toujours un bonheur. Je suis partie au Japon une année. Il est très connu là-bas, hein. C'est le numéro 1, avec Delon aussi, au point de vue cinéma. Et je me souviens avec sa sœur, Laetitia. Et on allait faire des courses toutes les deux. On prenait les toboggans des grands magasins de Seibu. Et à chaque fois, les gens nous saluent quand tu arrives. Allez, gâteaux. Elle faisait, si tu veux des gâteaux, t'as qu'à t'en acheter. Je parle japonais, hein, tu sais. Tu es rigolote, Laetitia. Et Salvatore, c'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un de généreux. Quand j'ai tourné avec lui, on s'arrêtait à Gemap, où il y avait toute la famille. Son papa, malheureusement, est décédé depuis 1 an ou 2, je pense. Il était le chef de famille. Il rentrait de tournée, il avait tous les petits frères, les petites soeurs avec la maman. Ça m'émouvait vraiment. Et c'est quelqu'un qui a invité ma grand-mère à déjeuner. Il avait un respect des gens, il l'a toujours d'ailleurs. Et c'était bien pour moi que je commence avec Salvatore. Il m'a fait à l'Olympia. Vous voyez la photo avec ma grand-mère, et lui, elle est belle, hein. À l'Olympia, elle est revenue me chercher le soir la première pour que je resalue avec lui. Peu de gens font ça. Ils se gardent la vedette pour eux, les gens de dernière partie. Son humilité m'a beaucoup touchée et c'est en ça que j'ai appris des choses, grâce à lui. Qu'il fallait rester droit, humble, pas trop en faire, c'est pas peine de dire saluer 10 fois le public. Pour elle disait la même chose. Tu salues, tu t'en vas, tu reviens, tu refais une chanson, tu salues, tu reviens, mais tu t'arrêtes. Tu salues 3 fois, c'est tout. Ils ont raison. Hein? Un soir, Johnny est dans la salle. Après votre prestation, il débarque dans votre loge. Ouais. T'es engagé sur ma prochaine tournée, Oui. vous annonce-t-il. Oui, oui. Oh, il est drôle. Bien sûr, il m'a emmené avec lui et j'ai découvert un garçon talentueux, généreux. C'était déjà une star, il chantait depuis 9 ans. Et vraiment, il était drôle, il aimait faire des farces et puis surtout, il était encourageant, vraiment. Moi, je le voyais à Saint-Assoir chanter, puis il était sur le côté backstage, sur le côté droit, côté jardin, puis il me mimait dans Il est mort le soleil. Pour vous déconcentrer. Non, pas du tout. Vous faire sourire. Avec un clin d'œil et tout. Genre, vas-y, ma fille. Il était encourageant. Et il venait vérifier comment je m'en sortais, et il me félicitait. J'ai vraiment appris beaucoup de choses avec Johnny. Je vécus avec lui. Adamo sur le plan humain et rencontre avec le public, comment il fallait se comporter. Et Johnny sur le plan technique, quoi. C'était déjà... Attends, il avait des éclairages, il était... Et mon pianiste ne lui plaisait pas. Au bout de 3 jours, il me dit, faut que je cause. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ton pianiste, il joue pas bien. Je dis, écoute, c'est pas moi qui ai monté mon orchestre, c'est mon directeur artistique, monsieur Messier, t'as qu'à lui dire. Moi, je ne sais pas quoi faire, hein. Le lendemain, il avait viré le pianiste et j'avais le sien. Et j'ai dit, mais vraiment, c'est gentil, Johnny. Et vous, t'as vu, il a vu tes 8 chansons, il n'y a pas de souci. Ben, c'est des lecteurs, c'est des musiciens.
ah bon, très bien, je suis contente. Et c'était Raymond Donès, le fameux organiste pianiste du pénitencier à l'époque. Et j'étais vraiment heureuse d'avoir ça. Ça a galvanisé l'orchestre. Et c'est ça, Johnny. Et il m'a dit, tu sais, Nicole, moi ce que je veux, ma petite Nico m'appelait Nico, moi ce que je veux, c'est que mon spectacle doit être bien du début à la fin. Aussi bien les gens en première partie que moi. Il faut que ça tourne, que ce soit beau. C'était ça, Johnny. C'était un homme vraiment de la scène. C'était un homme de la balle, hein, un enfant de la balle. Hein. Mais il est né dans les coulisses, hein, lui. On connaît tous cette image de lui en David Croquette avec sa petite guitare. Hein. C'est quand même un Belge encore. Vous avez aussi été très ami avec un autre Belge, Jacques Brel. Oh ben Jacques Brel, c'était mon grand frère. J'ai failli travailler avec lui. Ben, il est venu me voir chanter dans la tournée d'Adamo. Et j'étais ému. Hein. Je me souviens, il y a une chanson, quand je l'ai vue dans la coulisse, j'ai tellement eu peur. Je l'ai attrapé 2 notes au-dessus. L'orchestre me courait après. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé après coup. Et quand je suis sortie de scène, j'ai éclaté en sanglots de me trouver devant lui. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu pleures? Alors il m'a donné son mouchoir. Il m'a sorti un mouchoir de sa poche. À l'époque, il n'y avait pas les Kleenex. Beau mouchoir, impeccable. Et puis on est tous partis manger. Et puis j'ai voulu... Mais tu le gardes. J'ai gardé le mouchoir. Une femme de ménage me l'a perdu. Je l'avais gardé en trophée, moi, le mouchoir Jacques Brel. J'étais gamine à l'époque. Et j'ai pas pu faire le rôle de Dulcinea, hein, la pièce qui commençait, parce que, bon, Barclay, moi, on m'avait donné une version comme quoi Barclay voulait que j'appelle mon métier, il n'avait pas tort. Et vous avez engagé pour vendre des disques? Mais bien sûr, il m'avait signé pour ça. Puis il fallait que j'apprenne à chanter aussi. Quand tu débutes, tu as plein de choses à apprendre, au point de vue technique, en studio, tout ça, musicalement et tout. Et donc, ils ont pris la femme du metteur en scène américain, qui était chanteuse de Manhattan, puis voilà. Mais je suis restée copine avec Jacques, qui m'avait trouvé rigolote. En 1973, les volets clos. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. À quoi bon se lever? Ce matin, n'ouvrons pas les rideaux et restons couchés bien enlacés. C'est Brialy qui m'a envoyé un mot me disant qu'il faisait un film en tant que metteur en scène, son premier film d'ailleurs, Les volets clos. Et il m'a fait rencontrer le compositeur, Paul Misraki, qui est un grand nom des années 50 quand même, qui a travaillé pour Salvador, qui a travaillé pour les grands orchestres de l'époque, Jacques Elian et compagnie. Et ce monsieur était élégant et tout ça, c'était mignon comme le papillon après-midi. Il s'est mis sur mon piano, puis il tape sa chanson, c'était comme un Charleston, qui était la musique du film. Côté Charleston, ça se passait aux années 30. Mais nous, avec mon chef d'orchestre, on l'a enlevé du côté Charleston pour la faire audible pour un disque. Et on a travaillé sur la rythmique et on a fait un arrangement différent et ça a marché. Jean-Claude Brialy était un peu jaloux que votre chanson. Ah, mais c'est-à-dire que Jean-Claude, il avait un fort caractère. Film. Non, son film n'a pas marché. Il a fait 30 000 entrées. Nous, on a vendu des centaines de milliers d'exemplaires. Il n'était pas très content. Parce que quand on disait les volets clos, les gens pensaient à la chanson. Moi, j'y suis pour rien. Hein. J'y suis pour rien. On a travaillé. Mais c'est vrai qu'il avait un caractère très entier et il s'est senti blessé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est curieux. J'aimais beaucoup Jean-Claude. Mais nos rapports ont changé à cause de ça. Aristote Onassis, avec lequel vous avez dansé le twist, Oui. disait qu'il est mort le soleil et le timbre de votre voix le faisait vibrer. Oui, il aimait beaucoup. Elle passait beaucoup à la radio grecque. Et mon voisin de palier, c'était le patron d'Olympic Airways, un de ses bras droits. On est devenus copains, tout ça. Il était charmant, cet homme. Et c'est lui qui m'a amené à Onassis. Je considère cette chanson comme la plus belle de ma carrière. Moi, je la considère comme des plus belles, vraiment. Je ne me lasse jamais de la chanter parce qu'on peut la nuancer, on peut l'envoyer vers le ciel, on peut la retenir. Elle a une construction harmonique formidable. C'est une très très belle chanson. Au même moment, Brigitte Bardot enregistre Harley Davidson. Oui, le même soir. Dans le studio d'à côté. Et je l'ai connue comme ça, je vois une crinière blonde qui dépasse d'une porte qu'elle avait ouverte. J'étais au A, elle était au B. Ah, Nicoletta, tu viens tout à l'heure, on va fêter nos tubes. Elle avait décidé qu'on avait fait... Ouais, elle faisait Harley Davidson. Monsieur Barquet l'accompagnait. Et on a fini au champagne, au studio B, c'était très sympathique. Quelle jolie femme c'était. C'était une jolie petite anagra, c'était comme une gazelle, elle était belle comme tout.
Du champagne pour fêter vos tubes, elle avait raison. Ce sont devenus 2 grands tubes, 2 incontournables. Les 2 chansons, hein. c'est fou. Hein. Ouais, elles ont eu une aventure, ces 2 chansons. Votre rencontre avec Ray Charles fut un tournant dans votre carrière. Bah, bien sûr, parce que Ray Charles, il a été comme un parrain, quoi, entre guillemets. C'est quelqu'un d'international, mondialement connu, qui quand même s'est intéressé à ce que je faisais. On avait les mêmes agents à Montréal, les frères Latraverse. Donc j'ai pu le côtoyer de près. Après un de ses concerts, j'ai pu entrer, il nous a invités dans sa loge, etc. Et c'est vrai qu'il connaissait Eddie Barclay en plus, parce qu'Eddie Barclay, tout le monde le connaissait. C'était un sacré petit bonhomme aussi. Et donc, voilà. Et je n'avais pas prévu. Moi, c'est le hasard des choses. C'est le hasard. Le hasard fait que j'ai eu une bonne chanson qui s'appelle Il aimant le soleil. J'ai fait 2 prises hein, au studio. Alors je dis au bout de 2 prises, bon ça y est, je suis en forme, on y va. Mon directeur d'enregistrement, il me dit, j'ai tout moi, ça va aller. Comment ça va aller? Nous avons tout ce qu'il faut. J'étais frustrée. Et donc il a tenu parole, il a aimé cette chanson, il l'a fait en anglais, elle a fait le tour du monde grâce à lui. Merci monsieur, merci mon grand Ray Charles, c'est quand même quelqu'un que je vénère et que je respecte et que moi je me sentais toute petite à côté de lui. C'est des gens, Ray Charles, tu trembles un peu quand tu tombes devant lui, c'était trop quoi, c'était extraordinaire. Je lis un des passages les plus forts de votre livre. Cette expérience magique me donna une force personnelle, de l'assurance et surtout confiance en moi. Oui, pardon, je coupe la parole. C'est-à-dire quand tu vois un être comme ça, qui est mondialement connu, aussi bien des blancs que des noirs, c'est quelqu'un qui, comme Nat King Cole, s'est aimé universellement. Ce qui n'est pas facile pour un noir, vous le savez. Et donc, c'était quand même un sacré bonhomme. Et comment dirais-je, quand j'ai vu qu'il ne lâchait pas mon amitié, au fur et à mesure des années, j'ai pris conscience que c'était un énorme privilège d'être ami avec Ray Charles. Vous voyez, parce que quand il venait à Paris, son agent m'appelait, on allait manger dans un restaurant tenu par un noir américain à Pigalle, qui est fermé maintenant. Il ne m'oubliait jamais, il m'envoyait des petits coups de téléphone. C'était un type incroyable, qui avait beaucoup de fidélité, il avait beaucoup d'amis à Paris. Et son meilleur ami était un critique de Jazzot, et il était haut savoyard comme moi, le hasard. Marrant, hein? Le hasard, les coïncidences. Toujours le hasard. Et c'est vrai qu'au Ray Charles, le fait qu'il m'ait entretenu une amitié qui s'est développée avec les années, ben, ça m'a rassurée. Je me suis dit quand même, peut-être ce que je fais n'est pas si mal, puisque ce grand monsieur s'intéresse à ce que je fais. C'est normal, comme un professeur à l'école qui s'intéresse à toi et qui t'apprend à t'améliorer, devenir un meilleur élève. C'est un peu le même cas. Hein. Il est mort le soleil et Mamie Blue sont 2 succès composés par Hubert Giraud. Oui. Il a débuté dans les années 50 comme harmoniciste de Django Reinhardt, le même Django Reinhardt que votre grand-mère. Qui revient encore, c'est curieux. Hein. Avec sa famille en curieux, 1943. Hein. Ouais. On a l'impression c'est des marques de destin. Qu'il n'y a pas de hasard dans votre vie. C'est ce que je dis dans mon livre. Ouais. C'est vraiment troublant. Ouais. C'est pareil, quand j'étais à l'école de dessin à Lyon, pendant quelques temps, presque 1 an, j'ai fait. Mon prof de dessin s'appelait Chapuis. J'avais 17 ans et je ne savais pas que plus tard je rencontrerais un Chapuis à Genève et qui est devenu le père de mon fils et que j'ai épousé en 77. C'est curieux, hein? J'ai eu plein de choses bizarres comme ça. Il y en a un autre qui croit aussi à des destinées comme ça, des signes du hasard. C'est Patrick Sébastien, j'en ai beaucoup parlé avec lui. Il pense comme moi qu'il n'y a pas de hasard. Il y a des choses qu'on trouve sur sa route qui sont des petites pierres posées comme ça pour que tu en fasses quelque chose. Hein? C'est vrai. Et puis je trouve que c'est bien de réfléchir un peu dans ces sens-là des choses, le sens sacré des choses. Sinon la vie devient banale. Ça permet aussi de voir les signes là où ils sont. Exactement. La vie est pleine de banalité. Moi, j'aime bien, enrober un peu les choses dans de la lumière, dans de la joliesse, donc du merveilleux. Dans le temps, rappelez-vous, on nous disait, c'est un conte merveilleux. Le merveilleux, ça faisait rêver les gens à l'époque de la féodalité du Moyen-Âge, vous vous souvenez? Le lendemain de l'enterrement de votre maman, vous faites une tentative de suicide. Un appel téléphonique dans la nuit vous fait réagir et vous sauve de l'enfer. Oui, j'ai pris un tube de dibrium et puis je me suis endormi et dans ma chambre d'hôtel à l'époque.
chambre 17. Et il y a quelqu'un qui a téléphoné, je ne sais pas qui c'est. Et les téléphones étaient muraux à l'époque. Donc le médecin me l'a expliqué. Mon centre autonome a réagi. J'étais dans le coma, mais mon centre autonome, mon cerveau a réagi et pac, et il est retombé comme ça. Et la petite en bas, elle avait besoin de la ligne. C'était des fiches à l'époque, c'était l'Inter. Donc elle est venue ouvrir ma chambre. Un ange qui vous sauve. Mais je ne sais pas qui c'est. C'est beau, j'ai eu de la chance. Vous êtes tout de même resté 8 jours dans le coma à l'hôpital. 8 jours de coma et 1 mois d'hôpital, toute seule. C'était des choses difficiles. J'en ai gardé un grand souvenir. Parce que quand tu sors du coma, tu n'as rien qui fonctionne. Hein. Tu ne peux pas bouger. Tu veux bouger, ça ne bouge plus. Et tous les centres neurovégétatifs doivent se remettre en organisation. On est sondé, on nous nourrit avec des perfusions. Et je voyais ou tout grand ou tout petit, j'avais des gros problèmes. Et c'est vrai que en général, on ne recommence pas. Moi, c'était accidentel, j'ai eu un choc quand j'ai lu le télégramme. J'ai eu un très gros choc. Qu'est-ce que cet événement, cette tentative de suicide a changé? Qu'est-ce que cette tentative de suicide a changé dans votre vie? Vous n'avez plus jamais été la même après? Non, c'est-à-dire que quand tu sors de ça, tu es plus fort. Comme disait Nietzsche, hein, cette fameuse phrase qu'on a mis en exergue. C'est vrai, tout le monde emploie cette formule, mais ce qui ne te tue pas te rend plus fort, bien évidemment. Donc moi j'ai senti cette force-là, je me suis sentie responsable de moi-même et je me suis prise par la main. Un ou deux la vie, puisque ce n'était pas mon tour, je vais en faire quelque chose. Voilà. Tu as des forces à soupçonner et tout d'un coup tu as grandi. Et tout d'un coup, tout ça fait que de petite jeune fille, je suis née femme, quoi. Je suis née un individu responsable, libre et fort. C'est incroyable, comme une deuxième naissance. Et à l'époque, je ne pouvais pas tellement parler de mon expérience de mort rapprochée parce qu'on me prenait pour une folle. Quand tu dis j'étais au plafond et je voyais les infirmiers qui me ramenaient dans un lit et qui me sondaient, on en parlait très peu. Aujourd'hui, on peut en parler et librement. Du tunnel et tout ça, mais de la lueur bleue, on en parlait très peu. Donc, je m'abstenais d'en parler. Hein. J'ai mis du temps. Il a fallu que j'entende des témoignages en Amérique. Ils étaient plus en avance sur nous là-dessus. Beaucoup de livres qui ont été faits là-dessus aux États-Unis. Mais j'en parlais avec mes amis à New York. Mais en France, c'était compliqué. On me prenait pour une barjo. Hein. Un jour, vous acceptez d'enregistrer Mamie Blue. Avec cette chanson, vous battez tous les records de vente en France, surpassant Michel Sardou, Claude François et Johnny Hallyday. Ah oui, là j'étais numéro 1 des ventes. Et c'est une femme, vous? Moi j'étais contente parce que tous ces machos, ils étaient tellement fiers de briller au top 30. Hein. Bon, ça ne m'est pas arrivé 2 fois, mais c'est bien. C'est bien. J'étais quand même classé dans les premiers, comme nous toutes. Hein. Il y en a une qui a vendu beaucoup de disques. Mais surtout des 45 tours. C'était Sheila, elle a eu une période où ça marchait fort. Hein. Non, elle était toujours bien classée. Mais c'est vrai que bon, elle a vendu 80 millions, pas d'albums, de disques. Ce qui est vrai. Elle a fait des grosses ventes, la petite Sheila. Hein. Vraiment. Mais les femmes, ça a toujours été difficile. Je le dis dans mon livret, dans mon petit bouquin. D'ailleurs, elle dit avoir été abusée contractuellement par son producteur de l'époque. Ben, le producteur de l'époque, il ne voulait pas qu'elle fasse de scène. Donc elle était là pour enregistrer. Elle faisait 4,45 tours par an, elle. Nous, on faisait 1 ou 2 45 tours. On faisait un album tous les 2 ans, 2-3 ans. Et ce n'était pas la même manière de fonctionner. Puisqu'on faisait de la scène. Donc il fallait nous laisser partir, faire la route. Elle ne faisait pas de scène. Mais elle était très bien encadrée. Monsieur Carrère lui payait ses loyers. Elle n'était pas à plaindre. Hein, parce que je me souviens, nous, on la jalousait. Elle avait tant par mois. Nous, on n'avait aucun argent, il fallait vendre des disques pour avoir de l'argent. Si tu ne vendais pas, tu n'avais pas un copette. Il fallait pleurer pour avoir une avance. Et on te donnait une avance, contractuellement, si tu avais vendu. C'était compliqué. On parlait d'amitié, vous avez cité Hervé Villard, on a cité Ray Charles, des amitiés longues et fortes. Vous avez eu des amitiés avec des femmes aussi? Est-ce qu'il y a des... Moi, je suis copine avec Véronique Sanson. Depuis les années 72, quand elle a débuté, elle l'a dit elle-même dans son livre, elle en parle. C'est moi qui lui ai payé les billets d'avion pour aller aux États-Unis rejoindre son mari, le père de son fils, et parce qu'elle n'avait pas d'argent avec elle à ce moment-là. Alors j'aime dire, en m'amusant,
Bon, ben, les cigarettes, c'est moi. Comme elle dit, je suis partie acheter les cigarettes. Ben, elle était adorable, très bien élevée. Elle m'a rendu l'argent, elle est tout à fait correcte. Et on est restés liés. Je faisais le mariage, d'ailleurs, en Angleterre. Elle m'a invité. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Véronique Sanson. C'est quelqu'un de sacrée petite bonne femme. Sacrée petite bonne femme. Ce Un livre vrai nous- petit bonhomme. Il faut la voir sur scène. Hein. Elle est extraordinaire. Elle est forte. Forte et fragile à la fois. Vous avez vu? Il y a de la fragilité, de la force. Elle est incroyable, incroyable. Ce livre nous rappelle aussi en photo que vous n'avez pas toujours été blonde, et ça, je l'ignorais. Je suis châtain. Eh oui. J'ai été rousse pour un film que j'ai fait avec Jodie Giovanni, qu'on a tourné en Belgique d'ailleurs, parce que ça parlait de la peine de mort. Et en France, elle était pas encore abolie à l'époque. Et après de rousse, moi, je suis passée à plus blonde. Voilà. Quand et comment avez-vous décidé de changer de tête et de devenir Non, blonde? ça s'est fait petit à petit. Vous savez, les femmes, hein, on aime bien changer. Depuis 30 ans, vous êtes en couple avec Jean-Christophe. Peut-on dire que c'est l'amour de votre vie? Jean-Christophe? Maintenant, oui, ça fait faire 30 ans qu'on vit ensemble. Moi, j'ai deux amours, c'est mon fils et Jean-Christophe. Mais j'ai eu d'autres amours, c'est normal, on n'a qu'une vie. Et je l'ai connu, j'avais plus de 40 ans, j'avais divorcé. Je ne vais pas renier tout ce que j'ai eu avant, ça ne se fait pas d'ailleurs. Hein. Mais par contre, je trouve ça très désagréable quand une animatrice télévision te dit, sur le service public, dans une émission d'après-midi, ah, vous avez des amants, on peut avoir des noms. J'ai trouvé ça d'une bêtise et d'une inconvenance. Je lui dis d'ailleurs, je dis, mais non, pour quelle raison je vous donnerai des noms? Ça ne se fait pas. Je suis désolé. En plus, quels amants? J'ai jamais trompé mon ex-époux, je suis depuis 30 ans avec Christophe, j'ai jamais trompé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et j'ai le droit avant d'avoir eu des aventures, j'étais jeune. Comme tout le monde. Donc, oui, exactement, on est d'accord. J'ai trouvé ça déplacé. Non, non, elle voulait avoir des noms si j'avais été avec des gens connus, mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Ça ne se fait pas. Je n'insistez pas, je suis une taiseuse. J'ai été choquée. Mais ça se fait beaucoup aujourd'hui, c'est l'époque du buzz. Hein. Alors, il choque un peu dans les questions. Lorsque vous feuilletez le livre de votre vie avec nous, que vous inspire le coup d'œil dans le rétroviseur? Je me dis que j'ai bien travaillé, qu'il faut continuer. Mais bon, est-ce que je vais encore continuer longtemps? J'ai des petits rêves maintenant tout à fait égoïstes et personnels. Mon compagnon a une très belle propriété de famille de 33 hectares dans le Limousin, avec un étang de 2 hectares et demi, 2 maisons de maître, qu'il a en copropriété avec sa sœur et son frère. Il y a sa maman en ce moment, qui est très âgée. Il y a un couple qui s'en occupe. Et moi, je voudrais avoir du temps pour avoir des chèvres, des poules, plein de chats, 2, 3 chiens. Vous voyez ce que je veux dire? Et une petite paire d'ânes. C'est un projet magnifique. Ce serait pas mal, hein, quand même. Alors bon, ben, je vais encore chanter quelques années, 2, 3 ans. Puis alors, j'y pense beaucoup. Je lui en parle, et tout ça. C'est un petit rêve. Puis garder mes petites maisons de village en Haute-Savoie, je suis pas loin du lac, pour aller faire du voilier avec les copains. J'ai quelques amis là-bas très sympas. C'est une vie agréable aussi, vous savez, la Haute-Savoie. Surtout l'été. Il fait bon, on est bien. Bon, on va dans l'alpage, voir les vaches, moi j'adore. Aller vivre à la campagne. J'ai toujours eu un pied entre la campagne et Paris. Hein. Mais Paris maintenant, avec ce que nous vivons en plus, devient un peu irrespirable. Puisqu'il n'y a plus de vie culturelle, il n'y a plus rien qu'à voir rester ici. Alors donc je suis en train de bâtir des plans sur la commode, sur la comète, sur la comète, hein. Tu te dis, bon, j'y chante encore 3, 4 ans, 5 ans. Et puis je ferai comme ma belle Annie Corday. Elle a eu la décence de ne pas faire d'adieu. C'est mal élevé de faire des adieux. Enfin, à mon sens. Chacun fait comme il l'entend. Hein. Mais je pense qu'il faut faire la route, continuer les concerts qu'on a à faire et donner le plus possible. Elle a tellement donné, Annie. Elle a tellement été bonne à chaque fois. C'est vrai, Elle a tellement été magnifique. Elle n'a pas dit qu'elle arrêtait. Pour moi, c'était la plus grande. C'est notre reine du musical, la dernière qu'on a eue. Savait tout faire. Comédienne émérite, une danseuse extra. Quand on revoit, quand elle dansait avec ses jambes magnifiques, quelle artiste, quelle artiste. J'ai toujours admiré. Et vraiment, c'est travailleuse. Mais elle allait jusqu'au boutisme. Sacrée petite bonne femme, une belle artiste, vraiment.
grande artiste. Eh ben, j'ai beaucoup apprécié ça. Elle se reposait petit à petit à Cannes avec sa nièce, Mimi, et c'est quelqu'un, ouf, qui était contente de son repos. Elle a beaucoup donné, hein, le maximum. Et elle n'a pas été dire pardon, oh, j'arrête, au revoir, je vais faire mes adieux. Non. Elle avait beaucoup de pudeur et de respect quand même des gens aussi. C'est un exemple pour moi, Annie. Ça veut dire que vous n'annoncerez jamais vos adieux? Il n'y aura pas de dernière Non, représentation je trouve ça ridicule. annoncée comme telle? Non, ça ne se fait pas. C'est très viril, ça. Hein. Oui, c'est vrai que ce sont beaucoup les hommes qui font ça. Ouais. Hein, c'est un peu C'est viril, vrai, le côté. oui. Attention, le coq, mon dernier chant du coq, là, j'arrive. Non, je rigole. Bon, chacun fait comme il l'entend. Il faut rester quand même bon. Les dames s'en vont. Il faut respecter chacun sur son la chose. pointe des pieds. Voilà. Mais moi, je trouve qu'Annie Cordy est un grand exemple de carrière, de respect du public et de savoir-faire. Quelle bonne femme, quelle artiste, quelle dame. Et puis elle a été belle jusqu'au bout. Moi, j'ai trouvé qu'elle était jolie jusqu'au bout, Annie. Non mais dis donc, Léo. Quelle image aimeriez-vous que l'on garde de vous? Je me pose même pas la question, entre nous, Nicolas. Non, je pense que nos chansons nous précèdent et que certaines resteront dans le cœur des gens et des familles. C'est plus une question de chansons. Bon, nous, on est derrière, bien sûr. On était le moteur, on était le conducteur de cette chanson pour la faire connaître et la faire apprécier. Mais je pense que nos chansons nous précèdent. Moi, je vois dans les jeunes, ils connaissent Mamie Blue, ils connaissent plein de chansons de moi, ils ne savent pas que c'est moi qui les chante. Il y en a, oui, mais il y en a qui le découvrent. J'étais ravi de vous retrouver aujourd'hui et d'échanger avec vous. Oui, Nicolas, c'est gentil d'être venu. Je rappelle que ce très beau livre et émouvant, Soul Sister, sort le 4 février aux éditions du Cherche Midi. Ouais. Et il y a des belles photos, ils m'ont trouvé des belles photos, vous avez vu. Bon, il y en avait de ma collection, mais avec Johnny, je ne les avais pas, moi, elles sont belles. Hein. J'ai été touchée, il y avait des belles choses. Prenez bien soin de vous. Mais il faut, vous aussi, Nicolas, vous aussi, aux amis belges, je vous embrasse et surtout faites attention. Et dès que ça ira mieux, j'arrive, hein. Je vais venir chanter. Je veux retrouver mes petits Belges adorables. Merci en tous les cas. Et j'ai peut-être encore le temps de vous souhaiter une très très belle année, quoi qu'il arrive. Elle ne peut pas être pire que celle qu'on a vécue. Tout du moins, je l'espère. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À très vite!